Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers confrères, dans un nouveau cours, dans une autre espèce, une autre maladie, toujours dans le module de parasitologie. Le cours d'aujourd'hui est la leishmaniose. On avait vu déjà les amibes intestinaux et extra-intestinaux, les flagellés, urogénitales et intestinales. Dans ce cours, on va voir une autre maladie, la leishmaniose, une maladie fameuse, une maladie qui existe en Algérie, une maladie fréquente, une maladie que vous devez le reconnaître et vous devez le maîtriser. On commence avec une introduction. Les leishmanioses sont des groupes de maladies parasitaires communes à l'homme et aux animaux. Donc, ce sont des anthropozoonoses. C'est une maladie qui touche l'homme et l'animal. Anthropose plus zoonose, c'est une anthropozoonose due à un protozoaire flagellé. Toujours dans les flagellés, mais cette fois-là, ce ne sont pas des flagellés intestinaux. Ce sont des flagellés sanguinoles et tissulaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles développent leur cycle dans des cellules sanguines et dans des organes tissulaires. Le genre de ce parasite d'aujourd'hui, c'est le leishmania. Ça s'appelle leishmania. Donc, ce sont des flagellés sanguinoles et tissulaires du genre leishmania qui sont transmises par, maintenant on va utiliser la notion de vecteur, l'insecte ou bien le vecteur qui transmet la maladie, c'est le phlébotome femelle. Donc, notre cours d'aujourd'hui est sur les leishmanioses. Le parasite s'appelle leishmania. Leur vecteur est le phlébotome femelle. C'est une maladie fréquente en Algérie. C'est un cours très important. C'est un problème de santé publique dans de nombreux pays. On inclut l'Algérie aussi. On distingue 3 formes cliniques. Donc la leishmania ou bien les leishmanioses peuvent se manifester sous 3 formes cliniques. La forme cutanée. Cette forme cutanée peut être localisée et diffuse. La forme viscérale et la forme cutanéo-muqueuse. Heureusement, en Algérie, on n'a pas la forme cutanéo-muqueuse. Cette forme donne des déformations indébiles au niveau du visage. Elle touche, comme leur nom indique, mène à la destruction des tissus cutanés et du muqueuse. Au niveau du visage, ces patients vont subir de malformations indébiles incroyables. Heureusement, on n'a pas cette maladie en Algérie. En Algérie, on a les deux formes, la forme cutanée et la forme viscérale. Donc, on va intéresser dans ce cours 2 formes. La forme cutanée, qui peut être localisée ou diffuse, et la forme viscérale. Ça, c'était une petite introduction sur leishmania. Maintenant, on passe à l'épidémiologie de l'agent pathogène. Toujours la fameuse classification. Toujours, on est dans l'embranchement des protozoaires. On avait vu les amibes, les flagellés. Maintenant, on va voir les leishmania. Elles sont classées parmi les flagellés, mais sanguinoles et tissulaires. C'est pas les flagellés intestinaux, c'est pas les flagellés urogénitaux. On parle aujourd'hui des flagellés sanguinoles et tissulaires. Leur genre est leishmania avec plusieurs espèces et sous-espèces. Donc c'est une maladie vaste. Ça, c'était une petite introduction sur l'agent pathogène. Maintenant, leur morphologie. Leishmania aussi existe sous 2 formes. Premièrement, la forme amastygote et deuxièmement, la forme promastygote. Donc, on ne parlera pas ici de forme kystique et végétative. Dans le cas de leishmaniose, on parle de forme amastygote et promastygote. Donc, leishmania, c'est un parasite ou bien c'est un parasite dimorphique présent sous 2 formes. On commence d'abord avec la forme amastygote.
forme A mastigote, elle est intracellulaire obligatoire. Elle touche le système cellule, le foie, la rate, le ganglion, la moelle. Elle est ronde, ovalaire de 5 à 10 microns de taille, avec un noyau central et un kinétoplasme juxtaposé retrouvé chez les hautes vertébrés dans l'homme. Donc, la forme amastygote, elle est une forme intracellulaire obligatoire. Elle est ronde, ovalaire, avec un noyau central et un kinétoplasme juxtaposé. Maintenant, ça c'est la forme amastygote. Maintenant, la deuxième, la promastygote. Au contraire de la forme amastygote, elle est extracellulaire, elle est allongée, elle n'est pas, elle circule dans le sang, c'est extracellulaire, elle est allongée de 20 à 25 microns de taille, avec un noyau central, un kinétoplasme, plus un flagelle libre. Puisqu'elle est extracellulaire, elle est mobile. Donc, la forme amastygote, elle est immobile, elle est intracellulaire. La forme promastygote, elle est mobile, extracellulaire, grâce à un flagelle. C'est la forme retrouvée chez l'insecte vecteur, au niveau de son tube digestif et en milieu de culture. Donc, la forme infestante chez l'homme, c'est la mastygote. Et la forme que l'on retrouve dans le vecteur, c'est la forme promastygote. Ce sont des notions à bien différencier. Il faut bien différencier entre la forme amastygote qui est infestante chez l'homme, ne contient pas un flagelle, elle est un parasitisme intracellulaire obligatoire. Par contre, la forme promastygote qui se trouve au niveau du vecteur, qui est mobile grâce à un flagelle et qu'elle est extracellulaire. Ça, c'est une illustration d'une forme promastygote. Donc, ils sont très différenciables en microscope. On peut facilement distinguer la forme amastygote de la forme promastygote. Maintenant, on parle du vecteur, la fameuse phlébotome. Le vecteur, c'est un petit insecte moucheron. Diptère appartient au genre Phlebotomus. Seule, notez ça bien, seule la femelle est hématophage. Donc, l'Leishmaniose se transmet que juste par la phlébotome femelle. C'est parce qu'elle est seule qui est hématophage. Et elle est responsable de la transmission de la maladie. Ça, c'est le phlébotome. Donc, dans ce cours, on a introduit la notion du vecteur, commençant par le premier vecteur dans la transmission des parasites. Notre premier vecteur est les phlebotomes, qui est responsable de la transmission de la leishmaniose. Notez que c'est seules les femelles qui sont hématophages et qui diffusent la maladie. Maintenant, pour le mode de transmission et le cycle parasitaire. Les amastygotes du vertébré sont ingérés par le phlébotome. Donc, le phlébotome va piquer l'homme ou bien l'animal ou bien le mammifère infesté par leishmaniose. Elle va ingérer le sang. C'est la femelle, c'est la phlébotome femelle qui va ingérer son repas sanguin et ils vont se multiplier sous forme promastygote. Donc, ces amastygotes, lorsqu'elles sont ingérées par la phlébotome femelle, ils vont se transformer en forme promastygote procyclique dans l'intestin moyen du phlébotome. Donc, il existe une transformation des amastygotes en promastygote après ingestion dans le tube digestif de la phlébotome. Elle évolue en promastygote métacyclique qui est la forme infectieuse. Donc, les promastygotes procycliques sont juste intermédiaires. Ce qui est à retenir,
c'est que la forme promastygote métacyclique qui est infectieuse. Ça, c'est à noter, c'est important, ce sont des questions fréquentes. Donc, après, le cycle passe par la forme amastygote. Après ingestion dans le tube digestif du phlebotombe, ils vont devenir des promastygotes procycliques. Ces derniers vont se transformer à la forme infectieuse qui est la forme promastygote métacyclique. On l'observe dans la cavité buccale de l'insecte. Le cycle est là et facile. Ces derniers vont regurgiter lors du repas sanguin. Donc ils vont placer de la cavité buccale du phlebotombe vers l'hôte ou l'être humain suivant. Ces derniers sont regurgités lors des repas sanguins suivants sur un hôte favorable. Ils sont phagocytés par les macrophages du vertébré ou bien l'homme. Elles, elles vont évoluer d'une autre façon. Ils vont perdre leur flagelle, ces promastygotes. Comme on a dit, les promastygotes sont extracellulaires. Ils n'existent que dans le tube digestif du phlebotombe. Donc, ils vont se transformer encore une autre fois vers la forme amastygote qui est intracellulaire. Et ceci va résister à l'environnement hostile du phagolysosome et s'y multipliant. Donc, la leishmaniose va se multiplier à l'intérieur des macrophages et sa forme amastygote lui permet de résister à l'acidité ou bien à la phagolysosome et ils vont se multiplier à l'intérieur des macrophages. Et pour cela, on dit que la leishmaniose, c'est un flagellé à parasitisme intracellulaire. Les amastygotes sont à parasitisme intracellulaire strict. Ils vont se multiplier à l'intérieur des macrophages. Ça, c'était le mode de transmission et c'était le cycle évolutif du leishmaniose. C'est simple. Voilà un schéma récapitulatif. Ça, c'est l'hôte. Le phlebotombe va infecter ou bien va se nourrir de ce dernier. Donc, la phlebotombe va se nourrir du sang de l'hôte parasité. Ces formes amastygotes vont être libérées, se transformer en forme promastygote, se multiplier, s'évoluer au niveau de la cavité buccale du phlebotombe et qu'ils vont être transmis une autre fois chez un autre hôte par une piqûre. Ils vont se retransformer vers la forme amastygote et ainsi de suite. Donc c'est un cycle de transformation entre les amastygotes qui sont intracellulaires et les promastygotes qui existent dans le tube digestif du phlebotombe. J'espère que c'est facile et que c'est simple. Maintenant, la répartition géographique des leishmanioses. C'est une parasitose des zones intertropicales et tempérées chaudes, signalée dans plus de 88 pays répartis en 5 foyers. Le foyer méditerranéen, chinois, indien, africain qui touche l'Algérie bien sûr, et les centres et sud-américains. En Algérie, comme je vous ai dit, heureusement, il existe que deux formes. La forme viscérale et la forme cutanée. Mais ils sévissent en Algérie en état d'endémique. Endémique veut dire qu'elle existe toute la saison. Endémique veut dire que c'est un problème de santé publique. Que ce parasite vit à notre région ou bien notre pays. Donc l'Algérie est un pays endémique qui contient deux formes de leishmaniose, la forme viscérale et la forme cutanée qu'on va les détailler dans ce cours. Dans ce cours, on va voir la leishmaniose viscérale et la leishmaniose cutanée avec ses manifestations cliniques, son traitement et sa prophylaxie. Ça, c'est le but du secours. On commence avec premièrement la leishmaniose viscérale.
Comme leur nom indique, elle touche les viscères. Donc, c'est un parasitose dû à un flagellé sanguinol et tissulaire. L'espèce, c'est Leishmania infantum. Donc, la leishmaniose viscérale est causée par la Leishmania infantum. Tout ce qui est en gras est à retenir. La forme viscérale causée par la Leishmania infantum, transmise par un vecteur qui s'appelle Phlebotomus perniciosus. Et le réservoir de cette leishmaniose viscérale est le chien. Donc, vous devez retenir que la leishmaniose viscérale est causée par l'espèce Leishmania infantum, transmise par l'insecte vecteur Phlebotomus perniciosus, et que leur réservoir est le chien. Ça, c'est en Algérie. Cette leishmaniose viscérale existe surtout au niveau de des pays du nord, centre, l'est et l'ouest. Les foyers qui sont le plus touchés, plus importants que vous devez les retenir, c'est Tizi Ouzou, Djeia, Jil, Constantine, Alger, Medas, Dia, Annaba, Kolo, Blida, Oran et Tlemcen. Donc, vous voyez que le nord du pays est touché de façon endémique de leishmaniose. C'est une pathologie, c'est une maladie qui existe au nord, fortement dans le nord. Ça, c'est leishmaniose viscérale. Donc, la forme viscérale existe du nord du pays. Dans les foyers, on a cité au centre, l'est et l'ouest de l'Algérie. Ça, c'était la répartition géographique de leishmaniose viscérale. Maintenant, la clinique. Comment se manifeste la leishmaniose viscérale? Donc, la leishmaniose viscérale touche en 80% les enfants. C'est une infection infantile entre 1 et 4 ans. La forme de l'enfant, c'est la forme infantile et la plus fréquente. Elle passe par les étapes suivantes. Elle passe par une incubation de durée très variable. Elle varie de quelques jours, plusieurs mois, vers même des années dans des rares cas. Au cours de cette phase, l'enfant maigrit. Donc, le premier symptôme d'infection par la leishmaniose, c'est l'amaigrissement. Donc, ça, c'est à retenir, c'est important. La forme infantile est la plus fréquente du leishmaniose viscérale en Algérie. Elle touche les enfants entre 1 et 4 ans. Elle est caractérisée par une incubation variable. Le majeur symptôme, c'est l'amaigrissement. Ça, c'est à retenir par cœur. Donc, premièrement, en incubation variable, on observe un amaigrissement de l'enfant. Deuxièmement, en la phase d'état. La phase d'état veut dire lorsque l'infection est à s'installer avec des manifestations cliniques frustes. La phase d'incubation, en arabe, c'est al-hadana, où le parasite passe par une phase, on peut dire, silencieuse. Et la phase d'état, c'est où le parasite est officiellement ou principalement à envahir les tissus, ou bien l'organisme, ou bien l'hôte. Cette phase d'état est caractérisée par la fameuse triade, qui est fièvre, pâleur cutanéo-muqueuse et splénomégalie. Elle est pathognomonique, très caractéristique à la leishmaniose. On répète, la phase d'état est caractérisée par la triade que vous devez les retenir. Elle est en rouge, c'est la fièvre, pâleur cutanéo-muqueuse et splénomégalie. On va détailler ces symptômes. Premièrement, la fièvre. C'est une fièvre anarchique. C'est très élevé, entre 40 et 42 degrés Celsius. Elle rebelle aux antibiotiques. Les antibiotiques vont rien faire parce que c'est pas une infection bactérienne. C'est une infection parasitaire. Les antipyrétiques aussi sont inutiles et les anti-inflammatoires. Donc,
Le premier signe, c'est la fièvre qui est anarchique. Elle est très élevée, 40 à 42. 42, c'est très élevé. Elle rebelle à tout antibiotique, tout antipyrétique et tout ou bien les anti-inflammatoires. Donc le premier signe, c'était la fièvre. Deuxièmement, dans la phase d'état toujours, après l'amaigrissement de l'enfant, on observe la pâleur cutanéo-muqueuse. C'est un signe constant qui témoigne d'une anémie importante. L'anémie est due à l'envahissement du parasite au niveau des globules rouges. Donc, pâleur cutanéo-muqueuse, c'est un signe constant et témoigne d'une anémie importante. Et la splénomégalie, elle est énorme, lisse, mobile et indolore. Elle est due à l'hémolyse. Donc, la triade fameuse, c'est fièvre, pâleur cutanéo-muqueuse et splénomégalie. Ça, c'est à retenir parce que c'est une question fréquente d'examen. Parfois, il existe des hépatomégali associées et des adénopathies et d'autres signes cliniques, mais la triade majeure, c'est la fièvre, pâleur cutanéo-muqueuse et splénomégalie. La leishmaniose viscérale, en absence de traitement, l'évolution, elle se fait vers des complications hémorragiques, puis la mort du patient malheureusement. Donc, la leishmaniose viscérale, chez l'enfant, elle est mortelle si on la traite pas. Parce qu'elle mène à des complications hémorragiques. Donc, vous voyez la sévérité de la maladie ou bien de ce parasite en Algérie. Maintenant, la forme adulte. Bien sûr, c'est une forme qui est moins fréquente chez l'adulte. Leur tableau clinique est moins typique, celui de l'enfant. Il peut s'agir d'une forme fébrile prolongée, plus ou moins d'une splénomégalie ou bien des adénopathies. Donc la triade fièvre, pâleur cutanéo-muqueuse et splénomégalie n'est pas rencontrée ici de façon typique. Donc elle varie. La leishmaniose viscérale chez l'adulte, elle est moins fréquente, moins typique. Leurs symptômes sont parfois des formes fébriles prolongées, plus ou moins des splénomégalies ou les adénopathies. Maintenant, on passe au titre. Titre plus important, c'est le diagnostic. Comment diagnostiquer la leishmaniose? Devant une fièvre, devant un amaigrissement chez l'enfant dans terrain typique, comment faire le diagnostic de leishmaniose? Premièrement, on va voir les éléments d'orientation. Ces éléments d'orientation, c'est l'anémie, la thrombopénie et la leucopénie qui témoignent à une lyse sanguinole sévère. Ces trois sont retrouvés dans l'FNS ou bien la numération formule sanguine. L'anémie, la thrombopénie. Thrombopénie veut dire la diminution du taux de plaquettes et la leucopénie qui veut dire la diminution du taux de globules blanches ou bien des leucocytes. Donc on va voir que les trois lignées érythrocytaires, leucocytaires et plaquettaires sont diminuées de façon très importante. On appelle l'association de ces trois manifestations cliniques la pancytopénie. Vous allez voir ça dans le module d'hémato. Donc, le FNS nous montre une pancytopénie qui est la diminution de trois lignées, c'est l'anémie, la thrombopénie et la leucopénie. En plus de ça, la vitesse de sédimentation, c'est un élément d'orientation. On peut le relier. C'est l'augmentation de la vitesse de sédimentation qui veut dire une inflammation. Donc, toujours l'augmentation de la vitesse de sédimentation veut dire une inflammation. Donc, le terrain ou bien les éléments d'orientation, c'est la pancytopénie, augmentation de la vitesse de sédimentation. Et dans le procytogramme, on va voir une hypergammaglobulinémie
qui s'accompagne d'hypoalbuminémie. Donc, hypergamma-globulinémie, c'est les anticorps. On va avoir l'augmentation des anticorps qui vont combattre le parasite et associé avec une hypoalbuminémie. Ça, c'était les éléments d'orientation, mais ils ne sont pas des éléments de certitude. Un élément d'orientation veut dire qu'il nous fait penser à la maladie, mais il ne va pas confirmer ou bien mettre le diagnostic. Passons maintenant au diagnostic de certitude, le diagnostic parasitologique. Il est fait de deux façons, le diagnostic direct et le diagnostic indirect. Je vais vous expliquer ce truc de diagnostic direct et indirect. Un diagnostic direct, c'est la mise en évidence du parasite ou l'un de ses composants. Et diagnostic indirect, c'est la recherche des anticorps spécifiques à cet agent pathogène dans le sang. Toujours un examen direct, c'est la recherche de l'agent pathogène dans l'organisme ou bien l'un de ses structures. Et un examen indirect, c'est la recherche des anticorps ou bien la réaction corporelle contre cet agent pathogène. Diagnostic direct, c'est la recherche du parasite dans la ponction de moelle osseuse. Donc, comme on a dit que c'est un parasite intracellulaire, on va la rechercher dans la ponction de moelle osseuse. Après un frottis coloré au MGG, on va trouver la forme amastigote de Leishmania dans ce frottis. Ça, c'est des formes amastigotes. Donc, la mise en évidence des amastigotes est faite après ponction de moelle osseuse et coloration au MGG. Et on va voir les amastigotes bien colorés et bien définis. On peut aussi faire une culture sur un milieu gélose et sang de lapin. Donc, c'est un milieu extracellulaire, on parlera de sang. Donc, on va trouver les formes pro-mastigotes de Leishmania. Et on peut utiliser aussi la biologie moléculaire et la PCR qui va détecter le génome du parasite. Donc, le diagnostic direct est fait par la mise en évidence des amastigotes dans le frottis sanguin coloré au MGG, ou bien la mise en évidence des formes promastigotes après culture sur milieu gélose sang et la biologie moléculaire qui est la PCR. Maintenant, le diagnostic indirect qui est séro-immunologique, c'est la recherche des anticorps spécifiques dans le sérum du malade. On va rechercher la réaction corporelle contre ce parasite. On peut utiliser plusieurs techniques. On a l'ELISA, l'immunofluorescence, le Western blot, et etc. Donc, la mise en évidence de Leishmania viscérale se fait par plusieurs méthodes directes et indirectes, aussi illustrées dans ces deux diapos. Ça, c'est à retenir. Maintenant, on arrive au traitement. Le traitement de Leishmania, bien de leishmaniose viscérale est facile. C'est le glycantime. Vous n'êtes pas censé retenir la posologie, mais vous devez retenir le nom du traitement. Donc, le glycantime, il sert à traiter la leishmaniose viscérale qui est administrée en voie intramusculaire. Il existe des contre-indications, tuberculose pulmonaire, insuffisance hépatique et cardiaque. Ou bien, on va utiliser l'amphotéricine B, qui est le fongizone, ou on peut utiliser l'amphotéricine B en forme lipidique, c'est l'ambisome. Donc, il existe trois traitements du leishmaniose viscérale
qui sont le glucontime, l'amphotericine B, et le fongizone et l'amphotericine B sous forme lipidique qui est l'ambisone. Toujours, il existe des contre-indications d'une insuffisance rénale ou hépatique qui sont dues au métabolisme de ce médicament parce que certains médicaments ont des toxicités rénales ou bien des toxicités hépatiques. Donc, il faut faire attention aux conditions du patient. C'était brièvement le traitement de leishmaniose. Maintenant, la prophylaxie. Comment faire la prophylaxie de leishmaniose viscérale? C'est le traitement du sujet malade, la lutte antivectorielle, l'utilisation d'insecticides, le diagnostic de leishmaniose canine, parce qu'on a dit que le chien était le réservoir. Donc, on va diagnostiquer la leishmaniose canine et l'abattage des chiens leishmaniens. On a terminé avec la leishmaniose viscérale. Donc, on a achevé la moitié de ce cours. On va diviser ce cours en deux parties. Je vous rencontre dans la deuxième partie qui sera intitulée sur la leishmaniose cutanée. Merci pour votre attention.